cofondateur de The Fork, administrateur de TripAdvisor et fondateur de Mur. Et puis, Georges Bonneau, vous êtes le boss des Maisons de Georges. C'est 5 hôtels, hein, c'est ça? Vas-y. Hôtelier indépendant. Hôtelier indépendant. À Paris. 5 hôtels qui sont sur la rive gauche. 3. 3 seulement. 3 et un restaurant. Je vous en donne 5. Ben merci. Je sais pas. Il en manque 2, alors il va falloir vous réveiller. On verra plus tard. et une brasserie qui est très belle, que j'ai fréquentée pendant de longues années quand j'étais étudiant. Ah, merci. Vous n'en étiez pas encore le patron. C'est le Luco. Oui. Pourquoi vous avoir mis tous les deux sur le même plateau? Simplement parce que vos parcours, qui sont totalement différents, se retrouvent à un moment sur l'esprit de transition, sur l'esprit de transformation, peut-être aussi de prise de conscience. C'est par ça que je vais commencer, Bertrand. Hier soir, à Lille, se tenait à l'Opéra de Lille la 4e remise des The Fork Awards, comme ils disent maintenant, qui était cette espèce de cérémonie un peu iconoclaste, hein, quand même. Comment on passe de la fourchette, puisque c'était ce que vous avez créé, comment on passe de The Fork TripAdvisor au concept Mur, c'est quoi? C'est une prise de conscience, c'est une rédemption, c'est une espèce de dette aussi. Bonjour à tout le monde. C'est avant tout une prise de conscience, je pense, et un exercice de sa responsabilité par rapport à cette prise de conscience. Donc, très rapidement, voilà, moi, pendant The Fork, du coup, j'ai bien compris, je suis rentré un peu en profondeur dans le fonctionnement de l'industrie agroalimentaire. En plus, j'ai passé 5 ans aux États-Unis. Et en fait, j'ai pris conscience à quel point cette industrie, elle était clé, cœur, à la fois essentielle. Hein, on a tous besoin de manger. Il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin de faire, mais se nourrir, ça reste la base de la vie. Et à la fois clé dans le, entre guillemets, à la fois le problème et du coup la solution auquel le monde fait face aujourd'hui, c'est-à-dire cette crise climatique, mais au-delà du climat, cette crise de la biodiversité, cette crise de l'eau, et globalement cette crise humaine, parce que par rapport à la prise de conscience, ce qui a été pour moi la bascule, c'est de comprendre que cette crise climatique, qui peut paraître un peu virtuelle, pour beaucoup encore aujourd'hui, en fait, c'est avant tout une crise humaine. Hein. Tout le monde vous dira, cette crise climatique, la principale conséquence, alors directe, c'est le réchauffement, mais la principale conséquence humaine, ça va être des mouvements géopolitiques monstrueux dont on ne voit que le démarrage, et ça veut dire des migrations, ça veut dire des guerres, parce que quand le gâteau réduit, et c'est ce qui est en train de se passer, globalement, les gens vont se battre pour avoir le gâteau, que ce soit l'accès à la terre, l'accès à l'eau, l'accès à l'alimentation. Et donc, quand ils n'en auront plus, ils iront en chercher ailleurs. Et c'est ce qui va provoquer des mouvements globaux. Donc, en fait, ça a été la première prise de conscience très forte, de dire, l'alimentation a un rôle très fort, joue un rôle très fort dans ces différentes crises, et du coup, peut jouer un rôle très fort dans les solutions. Et j'ai envie de dire que le deuxième élément, ça a été aussi une conviction très profonde, là, en tant que chef d'entreprise, de me dire, en fait, cette crise, elle est tellement fondamentale qu'il y a 2 options pour les entreprises, comme pour tous les acteurs, on va dire, d'un jeu, là, le jeu économique, face à une crise. La première, c'est de dire, c'est pas grave, ça va passer, mais en fait, une crise, ça ne passe pas. La deuxième, c'est de se dire, comment est-ce que je visionne le monde de demain pour créer les entreprises en tant qu'entrepreneur qui vont être les entreprises qui vont être adaptées au monde de demain. Voilà. Donc ça, c'est une vision beaucoup plus business, presque financière, de se dire, et moi je suis persuadé qu'aujourd'hui, quelles que soient les entreprises, hein, et là je parle bien au-delà de la restauration, et je vais donner l'exemple des taxis pour être très concret, et de Uber. Hein, bon exemple, hein, on a tous vécu. Qu'est-ce qui s'est passé quand Uber est arrivé à Paris? Et comme dans quasiment toutes les villes, les taxis, plutôt que de se dire « Tiens, mince, ils offrent un service qui est meilleur que le nôtre », parce que c'est ça la réalité d'Uber quand même, hein, en tout cas au démarrage, maintenant ça a un peu changé, ils se sont dit « Tiens, comment est-ce qu'on peut faire pour interdire Uber ?» Voilà. Et je veux dire qu'il y a 2 réactions face à la crise climatique, c'est un peu la même chose. Comment est-ce qu'on peut faire pour interdire cette crise climatique?
Enfin, quand on dit ça, on se dit bah, non, on ne peut pas interdire une crise en plus climatique. Ou alors, qu'est-ce que je peux faire pour que mon entreprise en fait, soit adaptée à cette crise climatique? Et c'est ce que je fais avec Mur. Je ne sais pas si je décris Mur en 2 minutes maintenant ou si on... Oui, non, mais justement, le concept de Mur, comment on passe de la fourchette à Mur? Eh ben, la fourchette, je pense que tout le monde connaît ici. Voilà. C'était comment développer la restauration en faisant venir plus de personnes à travers la réservation, à travers la gestion du prix dynamique, etc. Je pense qu'il y a un certain nombre de clients ici, ou d'anciens clients, qui m'aiment bien ou qui m'en veulent, mais bon, ça, on en parlera après. Et Mur, donc, ça n'a strictement rien à voir. Hein. C'est une chaîne de ce que j'appelle farm to table en américain, de la graine à l'assiette, où en fait le parti pris, c'est de dire on inverse tout, et plutôt que de cuisiner, alors on inverse tout et on le rend accessible. Voilà. C'est-à-dire que le farm to table, ça existe. Il y a plein de restaurateurs qui le font intégralement ou partiellement. C'est-à-dire vraiment de cuisiner uniquement des produits frais, locaux, de saison. Et nous, on s'est dit, pour être sûr d'avoir la contrainte, en fait, on exploite nous-mêmes les maraîchages. Donc Mur, c'est à la fois des maraîchages et des restaurants. Et en fait, c'est vraiment chaque semaine, en fonction de ce que nos chefs de culture nous disent, voilà ce que je peux récolter aujourd'hui à côté de Paris, qu'on va faire le menu de la semaine et qu'on va cuisiner uniquement des produits frais, entièrement transformés, en plein Paris, et tout ça pour 13,50 € entrée plat dessert, que des produits bio, de saison, frais et cuisinés. Voilà. Donc c'est un pari à la fois de se dire on fait by the book, comme disent les Américains, c'est-à-dire on fait ce qu'il faut faire, voilà, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est le meilleur à la fois pour la planète mais aussi pour la santé des clients. Mais en même temps on le fait de manière la plus accessible possible. Parce que l'arpège, c'est magnifique, c'est super, mais 350 € le déjeuner, c'est pas accessible à tout le monde. Et on peut pas y aller tous les jours, en tout cas, même moi, je peux pas y aller tous les jours. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un peu ça, Mur, c'est le pari de faire du flux poussé, du vrai flux poussé. C'est-à-dire, voilà, je prends tout ce qui vient de mon champ, je le transforme et je le vends à des clients, et en le rendant le plus attractif possible. Et c'est là que le métier de restaurateur, de cuisinier, mais aussi en salle, intervient pour que ces produits qui, en particulier l'hiver, sont pas forcément attractifs aujourd'hui pour le client, le deviennent. Georges Bonneau, alors votre parcours est totalement différent, bien évidemment, et le produit que vous proposez, vos hôtels n'ont rien à voir avec le champ. Mais il y a quand même une démarche environnementale et une démarche dans la transition écologique qui est extrêmement importante et qui est au cœur de ce que vous faites. Ça part d'un principe, c'est effectivement la conviction. Il faut qu'il y ait la conviction du manager et du propriétaire. Nous, le point de pivot, ça a été le Covid. Covid, on a vécu un arrêt cardiaque. Voilà. Après, à coup de subvention, on a réussi à repartir, mais ça a été le point de départ, le point de réflexion pour se dire qu'est-ce qu'on fait. Donc déjà, depuis pas mal de temps, on travaillait le local, on travaillait avec un certain nombre d'un écosystème en fait, de partenaires qui étaient proches. Alors pas dans la restauration, dans l'hôtellerie, au niveau des petits déjeuners, un petit peu aussi au niveau de la brasserie. Mais le point de départ, c'est ça, c'est de dire qu'on peut agir. Et la question, c'est est-ce que l'hôtellerie, la restauration, est-ce que l'hôtellerie, pour ma part, peut prendre le virage du développement durable? Oui, bien évidemment. On le fait à notre petite échelle. Moi, je suis aubergiste, complètement indépendant, et on peut le faire. Et c'est ça qui est magnifique. Des contraintes et des difficultés, on en a tous. Et quand on écoute en fait aujourd'hui les intervenants au GHR, effectivement, on a eu les augmentations de salaire, on a eu les augmentations de coûts, l'énergie, on a vu avec Monsieur Lefebvre-Pligeant, le gaz, etc. Donc les barrières, on a un tsunami de barrières. Mais il y a un espoir. Il y a un espoir. Et moi, au lieu de parler d'efficacité énergétique, je vais vous parler de sobriété énergétique. Parce que l'idée, effectivement, de repartir, c'est repartir sur notre métier de base. C'est mettre l'humain au centre de tout. Et c'est ça, pour moi, la clé, c'est avoir un certain nombre de valeurs humaines, mais également la valeur du produit. Ça passe, effectivement, alors par les rénovations, etc., on pourra en reparler après, mais ce n'est pas ça qui est au final intéressant. La valeur, c'est de croire à notre produit. On a énormément de restaurateurs, d'hôteliers, d'artisans, d'aubergistes qui font leur métier, en fait, au quotidien.
Et c'est avec cela qu'il faut travailler, c'est aussi avec tout l'écosystème dont je vous parlais, de fournisseurs. On peut valoriser, on travaille avec Kodam, on travaille avec Lutza, des torréfacteurs locaux, des boulangers, etc. Ils font un travail formidable. Et on s'aperçoit, en faisant cette démarche-là, qu'on attire autour de nous des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien évidemment, c'est l'humain. On gère des personnes. Pour nous, 3 hôtels, c'est 60 personnes. Il y a une crise, on a parlé de la grande démission, c'est réel. Là, on a le choix d'avoir un vrai projet d'entreprise, se dire on peut le faire. Alors on met en place un certain nombre de choses, on forme, on embauche, on communique énormément et ça crée comme ça une sorte d'émulation. Le RSE, c'est un cercle vertueux. Mais alors il y a effectivement des problématiques. On parlera après des partenaires, on a parlé des fournisseurs, on pourra parler aussi des banques, c'est des partenaires. Les banques en ce moment, on ne les voit pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. La transition économique, écologique, ça coûte de l'argent. Donc il faut aller chercher les financements. C'est pas simple. Aujourd'hui, elles ne jouent pas les rôles, les banques. Fin de la parenthèse. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même énormément de choses à faire, mais ça nécessite de l'investissement quotidien, ça nécessite de répéter toujours la même chose, de communiquer, etc. Nous, ça nous a permis, le départ, c'est ça, de mettre en place une politique sociétale autour des salaires, de l'intéressement, des événements d'entreprise. On a mis en place un comité d'entreprise, on a mis en place une nouvelle mutuelle, etc. Bref, de prendre le prétexte pour aller beaucoup plus loin. Et c'est ça c'est un puits sans fond, j'ai envie de vous dire. Et ça remet aussi le temps au temps. C'est-à-dire que le RSE, c'est très long. Alors qu'on a vécu, en fait, pendant le Covid et après le Covid, on devait prendre des décisions, les chefs d'entreprise, ils doivent prendre des décisions tous les jours. Là, on n'agit plus sur 5 ans, là. On agit sur 10, sur 15, sur 20, que ce soit pour les travaux, que ce soit pour le personnel, etc. On agit vraiment sur le long terme. C'est ça qui est important et c'est ça qui permet d'avoir de la visibilité à long terme et un vrai projet d'entreprise. Alors justement, dans les maisons de Georges, en termes de travaux, parce que vous n'avez pas construit, qu'est-ce qu'il a fallu entreprendre pour passer ce cap de la transition énergétique et de devenir vertueux? Alors, on en est au tout début. Là, le point de départ, c'est les actions qui sont pas visibles, c'est de faire un audit énergétique, de s'accompagner d'ingénieurs et de se dire, bon, alors, il y a des choses simples et puis il y a des choses pas simples. Les choses les plus simples, je vous les liste, les tri de déchets, les dispensers, l'économie d'énergie, les détecteurs de présence, etc. Et puis après, c'est de faire un plan sur le long terme. C'est de dire, voilà, après les JO, on va devoir remettre au pot pour la chaudière, etc. Donc ça permet, et encore une fois, c'est ce que je vous disais, d'avoir sur le long terme des investissements. Et c'est là où c'est la problématique, c'est de dire comment on va financer, parce qu'en face, on le fait parce qu'on a une conviction, mais aussi parce qu'on croit qu'à un moment donné, les habitudes des clients, les habitudes de nos collaborateurs vont changer. Donc, il faut le prendre sur 5, 10, 15 et 20. Et c'est ce qui est en train de changer un petit peu dans l'hôtellerie. On l'a vu sur le haut de gamme. Les choses sont en train de changer pour se dire, bah là maintenant, on n'a plus le choix. On ne peut plus investir et faire un petit peu de maquillage. Quand je vais changer en fait, ma décoration, il faut déjà que j'anticipe la clim. Moi, mes pompes à chaleur, elles sont plus productives, ma chaudière non plus, les bouches, les VMC, etc. Donc, il va falloir qu'on anticipe beaucoup plus. C'est ça que ça nous a appris. Donc, c'est vertueux, c'est intéressant. Concrètement, le changement, le client, il le voit pas, il le voit à mon échelle, c'est encore une fois dispenser, etc. Tout ce que vous pouvez voir. Mais tout ce qui se voit pas, ça coûte énormément d'argent et ça nécessite beaucoup de réflexion et d'investissement. C'est là, Bertrand, où vous êtes dans la même démarche, c'est que vous aussi, vous êtes obligé de voir à terme des champs, à terme de vos productions, à terme de ce que la nature vous donne. Et donc, du coup, dans Mur, c'est une carte qui est, on va dire, plus qu'évolutive. Oui, c'est amusant, à la fois évolutive jour par jour, semaine par semaine, saison par saison, mais aussi évolutive un peu sur le long terme. C'est qu'en fait, c'est aussi la force du concept, c'est que ça nous oblige à avoir une compréhension, enfin, c'est pas que ça nous oblige, c'est qu'on a de fait une compréhension d'entreprise très fine de ce qui se passe dans le champ, puisqu'on l'exploite, et donc des évolutions.
Donc, par exemple, là, on a acheté une deuxième ferme il y a quelques semaines. Et la question de l'eau s'est beaucoup plus posée que pour la première qui avait été achetée il y a 8 ans. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a conscience, et on l'a vu sur les 8 dernières années, que l'eau, elle tombe plus du ciel, quoi. Voilà, c'est une réalité, ou beaucoup moins qu'avant. Et que donc, on est vraiment dépendant de l'eau du sous-sol. Il y a des endroits où il y en a, il y a des endroits où il n'y en a pas. Alors la réalité sur l'eau, c'est qu'il y en a largement suffisamment sur la Terre, mais elle est très mal répartie. donc c'est plus l'accès à l'eau que l'eau le problème. Et rien qu'en France, il y a des régions où il n'y a plus d'eau. Typiquement dans le sud, dans l'Hérault, etc. Il y a des exploitations. Moi, j'ai entendu parler d'agriculteurs qui coupaient les bourgeons sur les abricotiers en début de saison pour que les arbres survivent. Hein. En disant si on laisse l'arbre porter le fruit va tuer l'arbre. Hein. Donc voilà, donc il y a quand même des situations en France qui sont très graves parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas d'eau. Voilà, donc en fait, c'est sur l'eau, bon, c'est le truc classique, mais il y a aussi sur les variétés, sur ce qui est adapté, etc. Et nous, on est obligé d'anticiper ça et par vertu du modèle, en fait, de l'intégrer dans nos recettes et donc dans notre offre. Donc en fait, nous, c'est vraiment la contrainte. On a mis la contrainte au cœur. Et la contrainte, c'est qu'est-ce que la nature peut nous donner aujourd'hui, demain et après-demain. Et c'est ça ce qui fait à la fois notre créativité et le fait qu'on a une énorme résilience, entre guillemets, en théorie, sauf catastrophe absolue où il n'y a plus d'eau et on ne peut plus rien faire. Mais, enfin, je parle pour l'eau parce que le soleil, a priori, il y en a pas mal. Et c'est ce qu'il faut pour des plantes. Comme vous le savez, c'est la magie. Avec 1 kilo de graines par an, on nourrit 150 personnes par jour en légumes. Ça, c'est aussi la beauté. Voilà, c'est aussi la beauté de la nature. On reprend des terrains qui sont souvent vierges ou en prairie, ou même là, on reprend un terrain en blé qui était en blé conventionnel. On va le transitionner en bio. On sait que dans 3 ans, là où il n'y a plus rien, il n'y a plus de vers de terre dans la terre, il y a plus, la terre, elle est vide, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux. On sait que dans 3 ans, il y aura des milliers d'espèces, de variétés à la fois animales et végétales qui se seront réinstallées sur les 8 hectares à 50 km de Paris. Donc voilà, donc il y a aussi beaucoup d'espérance et d'espoir quand on regarde la force de la nature, quand on lui redonne un peu ses droits, tout en l'exploitant, parce que nous, on nourrit, voilà, sur 8 hectares, on va pouvoir nourrir 15 restaurants, donc le calcul, c'est environ, on va pouvoir nourrir, je ne vais pas dire de bêtises, 1000 personnes par jour. Déjeuner, dîner en légumes, sur 8 hectares. Donc en fait, voilà, il y a une capacité folle dans l'agroalimentaire. Ça, ce qui est beau, les solutions, elles existent. Voilà. Elles existent. Aujourd'hui, c'est juste une question de les mettre en place. Et aussi, pour moi, c'est clé. Je fais beaucoup de marketing à la fourchette et dans ma vie. C'est comment est-ce que il faut, aujourd'hui, on est plus que jamais dans une époque du désir. Voilà. Les gens on va forcer à rien les personnes. Et si on les force, c'est là que ça va créer des grosses tensions et des conflits. Donc comment est-ce qu'on rend finalement ce que nous donne la nature désirable aux clients, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans les autres industries? J'ai des questions qui arrivent de la salle sur cette tablette. Quelle est la rentabilité d'un de vos restaurants mûrs? Votre modèle est-il rentable? C'est la même question, mais dans le même sens. Comme quoi, ça suscite des interrogations. Est-ce que c'est rentable? Alors, le premier restaurant pilote a un niveau de rentabilité d'environ 15%. Voilà. Je ne sais pas comment on définit la rentabilité. Alors moi, je ne viens pas complètement de la restauration, donc je viens des startups, mais on va dire le BE à 15%. Et oui, c'est rentable aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de principes. J'en profite pour passer le message. Dans un restaurant, 60% de l'empreinte CO2, c'est l'alimentation, c'est les ingrédients. Voilà. Et dans ces 60%, 40%, c'est la protéine animale. D'accord. Donc nous, Mûr, c'est pas végétarien, mais c'est très végétal comme alimentation. Donc il y a un plat du jour par semaine avec de la viande, un plat du jour par semaine avec du poisson, sinon c'est que du légume. Il y a plein de viandards qui viennent manger chez nous et qui nous disent « grâce à vous, j'aime les légumes ». C'est possible. Voilà, c'est possible. Je vous le confirme. J'ai déjeuné chez vous. C'est très surprenant. Je peux vous dire, je suis un viandard, je suis sorti, j'ai pas réussi à finir mon assiette déjà, et il y avait beaucoup de quinoa. Bon, il n'y a pas que du quinoa. Donc en tout cas, voilà. Et après, c'est aussi, chaque entreprise a sa manière de faire, et aussi le process de production, on ne produit pas du tout à l'assiette, on produit en mode cantine dans des bacs gastro. Enfin, voilà. Il y a un ensemble d'éléments qui font que le restaurant est rentable, et ce n'est pas d'avoir la ferme nous coûte de l'argent.
C'est impossible aujourd'hui de bien faire les choses dans une ferme et que ça soit moins cher que quand vous achetez à Rungis. Hein. Enfin, c'est une évidence. On ne peut pas mieux faire et moins cher. Enfin, on peut, donc en fait, d'avoir la ferme nous coûte plus cher que si on n'avait pas la ferme. Parce que souvent les gens disent ah ouais, vous achetez moins cher parce que vous avez la ferme. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une question moins sympa, je vous la poser après. Dans les deux cas, que ce soit vous, Georges Bonneau, ou vous, Bertrand Gensberger, il y a une notion de RSE qui est extrêmement importante dans vos deux établissements, parce que vous portez un soin particulier au bien-être et à l'environnement de travail agréable de vos employés. Alors, ouais, aux horaires. Dans les multiples erreurs que j'ai faites dans ma vie d'entrepreneur, il y a celle de ne pas comprendre au début que le plus important, c'est l'équipe, les collaborateurs, etc. C'est vrai que moi, bon, j'ai passé 5 ans aux États-Unis, je suis pas mal inspiré par ce qui se passe là-bas. C'est vrai que quand on écoute, que ce soit Howard Schultz, le fondateur de Starbucks, ou le fondateur de Chipotle, je ne sais pas ce que Chipotle, c'est une entreprise qui vaut 80 milliards, qui fait du tacos, qui est phénoménal. Ils disent tous, dans la restauration, vous savez, il y a toujours le triptyque, qu'est-ce qui est le plus important entre les clients, les collaborateurs et l'actionnaire. Alors, quand on est patron, on dit que c'est l'actionnaire. C'est ce que moi j'ai appris à l'école. Et en fait, je pense que vous le savez très bien, dans les industries de services comme les nôtres, en fait, de loin, le plus important, c'est le collaborateur. Parce que c'est impossible d'avoir une qualité de service, une qualité de cuisine, tous les jours, chaque repas, année après année, si on a des collaborateurs qui ne sont pas... Alors, on n'est pas responsable du bonheur de nos collaborateurs, mais en tout cas, à qui on offre des conditions qui leur permettent de développer leur dignité humaine. Voilà, donc oui, en effet, nous, que ce soit dans les salaires, que ce soit dans les horaires, que ce soit dans le développement, que ce soit dans le management, je pense que, je suis sûr que la clé numéro 1 du succès, c'est celle-là. Ça coûte, c'est de l'investissement, ça coûte de l'énergie d'un point de vue manager, mais le retour est là. Je veux dire, le premier feedback qu'on a des clients chez Mur, au-delà de la nourriture, ça c'est le deuxième, c'est mais comment ça se fait chez vous, tout le monde sourit. Tout le monde sourit. Il est en train de refaire le logo, et le designer, le petit logo, il a fait le U circonflexe, parce que mur, c'est comme la mûre, hein, c'est pas le mur, on se prend le mur. C'est comme le fruit. Il a fait ça sous forme de sourire. Voilà. Et ça, c'est la clé, je veux dire, pour avoir des collaborateurs qui sourient, qui parlent, qui rentrent en relation avec nos clients, qui accueillent, il faut qu'ils se sentent bien quand ils arrivent le matin dans le restaurant, d'après moi. Alors, vous parliez d'expérience aux États-Unis. Je me tourne vers vous, Georges. Aux États-Unis, dans les restaurants, le service, il est toujours ultra souriant, il est toujours limite obséquieux, parce qu'au bout du compte, il y a le fameux tips qui est du 17, 20, 25% maintenant quand on est dans les grandes villes. En revanche, l'hôtellerie aux États-Unis, c'est totalement différent. Le personnel dans les hôtels aux États-Unis et en Amérique du Nord en général, ils ne sont pas très sympas. On ne peut pas dire qu'ils soient avenants, que quand vous entrez dans une chambre d'hôtel qui est en train d'être reconditionnée, comme on dit, on peut pas dire, ils n'ont pas le sourire aux lèvres parce qu'on vient les emmerder, quoi. Ça, c'est important. Le motiver en France, dans les hôtels, c'est quelque chose... Moi, ça fait 30 ans que je parcours les hôtels en France. Il y a eu un changement considérable en termes de service, en termes de formation. Et on trouve à tous les niveaux, que ce soit dans les 2, 3, 4, 5 étoilés dans les palaces, une qualité de service qui maintenant est à la hauteur de ce qu'on souhaite offrir, de ce qu'on souhaite avoir. Et ça, c'est dû à des gens comme vous qui faites juste... il faut le dire, qui faites attention et qui prenez soin de vos employés. Pour rebondir sur ce qui a été dit, effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Bon, on sait que c'est très compliqué aujourd'hui. Nous, on a une devise au sein des Maisons Georges. Le patron, c'est le client. Voilà. Donc, reconnaissance, mais à condition d'avoir les mêmes valeurs. Il suffit d'une personne qui ne soit pas sur la même longueur d'onde pour que tout votre parcours client soit tombé à l'eau. Et en fait, le principe, il est là. Le patron, c'est le client. À partir du moment où vous avez ces mêmes valeurs-là, le même projet d'entreprise, vous pouvez encore une fois aller très très loin. Après, pour avoir travaillé aux États-Unis, chez Sofitel, New York, pour tout vous dire, voilà, avant qu'il soit connu pour d'autres raisons, les gens aux États-Unis, dans certains hôtels et dans certaines fonctions, ils sont... Alors,
Il y en a union et pas union, syndiqué et pas syndiqué. Hein, on va mettre les pieds dans le plat. Et donc, ils sont monotâches. Moi, je me rappelle d'une expérience, jeune manager. J'arrive et puis il y avait des plateaux de room service qui étaient à tous les niveaux. Et puis je demande au directeur, je dis mais comment ça se fait? Je dis bah, écoute, dans le contrat, il est prévu qu'il monte les plateaux, mais on avait oublié de mettre qu'il les descende. Et la problématique elle est là, c'est que c'est vraiment des monotâches. On en est quand même très très loin aujourd'hui. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est nos clients qui nous ont fait changer. Depuis le Covid, même avant, je veux dire, encore une fois, les avis clients, les réputations, et puis même, d'une certaine façon, l'envie de bien faire. Aujourd'hui, c'est très important. Moi, je recrute aujourd'hui des personnes sur deux critères, la motivation et le sourire. Après, encore une fois, on a enlevé énormément de tâches. On a digitalisé énormément pour éviter d'avoir les tâches fastidieuses. On a remis en place effectivement des horaires continus. On arrête les horaires décalés, les coupures, etc. pour essayer d'aller dans le sens du client et de faire en sorte. Souvent, je dis quand j'ai un jeune collaborateur, je dis mais tu sais, si tu vas dans le sens du client, je ne te reprocherai jamais de prendre des initiatives. On a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de gens qui se jettent à l'eau. Et derrière, de l'autre côté, ce qu'ils attendent, en général, les salariés ne partent pas en général pour des questions de salaire. C'est très rare. Aujourd'hui, il y a une augmentation. On a fait, les syndicats ont fait des travaux sur les augmentations des salaires, etc. Aujourd'hui, on est dans le marché. On sait ce que coûte un night audit, un réceptionniste, etc. Ce qu'il faut, c'est aller un peu plus loin. C'est former, certes, être toujours au taquet et surtout essayer de donner les mêmes valeurs. Si vous incarnez un certain nombre de valeurs, on a parlé du RSE, on a parlé d'un certain nombre de choses, vous attirez à vous des gens qui sont comme vous. Si vous respectez le client, si vous avez une attitude en fait convenable envers le client, les autres en général vous suivent. C'est ça qui est important aujourd'hui. Bertrand, je vais vous poser la question qui est arrivée, qui n'est pas très sympa. Pourquoi 13,50 €? Je vous la lis telle qu'elle est. Pourquoi 13,50 €? Pourquoi tirer l'offre vers le bas? Est-ce que la restauration ne doit pas créer de la valeur? Alors, c'est la très bonne question. Enfin, ça, c'est quelle valeur? Nous, notre mission, c'est de redonner au plus grand nombre le goût du bien manger. Comme je le disais, si c'est faire de la bistronomie farm to table, il y en a déjà plein. Enfin, pas assez, mais il y en a déjà un certain nombre. Et d'après moi, enfin, ce que j'ai constaté à la fourchette ou ailleurs, c'est à quel point le prix est quelque chose évidemment d'important. Déjà, 13,50 pour beaucoup de gens, c'est inaccessible. Il faut bien comprendre ça. Hein. Vous savez évidemment quel est de très loin le plus gros restaurant en France, 6 milliards de chiffre d'affaires, je crois, McDonald's. 6 milliards. C'est-à-dire que je crois que la restauration, c'est 40 milliards en France. Pardon ? Non, pas du tout. Pourquoi aussi c'est accessible ? Parce que nous, on s'adresse à des personnes. Enfin, moi, mon objectif, c'est de faire de la cantine scolaire. J'aurais réussi mûr quand je ferais de la cantine scolaire. Parce que c'est là que ça se passe. Parce que c'est là que les enfants qui vont être des adultes vont apprendre le bien manger. Après, c'est trop tard. C'est à la maison ou à la cantine. Après, c'est trop tard. Évidemment, c'est pas trop tard. Mais donc, moi, la dimension prix, je veux que ce farm to table soit accessible à tout le monde, pour tous les jours, à la maison, au restaurant, à la cantine. Donc, je me mets cette contrainte, en effet, de dire, il faut que je sois capable de le faire au prix le plus bas possible. Ouais. Bah, Sodexo est rentable. Hein.
enfin, nous c'est 15% avant impôt. Donc après, je sais pas comment vous définissez votre rentabilité, mais nous on est rentable. Enfin, Ouais, non, mais ça, non, pardon. Alors, le BE, parce que, excusez-moi. Alors, nous, c'est 15% avant impôt. Voilà. On a payé le loyer, on a payé les salaires, on a payé la nourriture. On a tout payé, on a 15%. Donc c'est pour ça. Pardon, il y a eu un malentendu sur le BE, là. Le point mort exprimé en nombre de consommateurs, il est à peu près combien? Ouais, en fait, enfin bon, après, le point mort par restaurant, en tout cas sur les premiers restaurants, il est autour de 200 repas par midi. Voilà. Pour Georges, pour rebondir conclure sur la valeur, parce que je voulais Ouais. l'aborder, et c'est très bien. Moi, je ne vais pas parler restauration, je vais parler hôtel. La valeur du produit, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. C'est-à-dire qu'on a aussi, on est parfois éloigné de la valeur de notre produit. Moi, j'ai parlé d'une chambre d'hôtel. Vous voyez, des chambres d'hôtel. Alors, je vais prendre deux exemples. On va prendre les JO. On va fâcher un peu de monde, hein. Et puis on va prendre la finale de la Coupe de la Ligue en 2022. Ouais. OK ? Où vous avez eu en fait des hôtels 3 étoiles qui étaient en moyenne à 150 €, qui se sont vendus à 2000, 3000 €. OK ? Et à l'inverse, on me demande beaucoup en ce moment, tiens, qu'est-ce que tu fais toi pour les JO, etc. Tu fais x2, x3, x10, etc. Elle est où la valeur ? Donc moi, je rebondis sur ce que disait Bertrand tout à l'heure. À un moment donné, il faut donner la valeur à notre produit. Je ne connais pas le restaurant de Bertrand. En tout cas, je connais mes hôtels. Je sais qu'à un moment donné, il y a la responsabilité du propriétaire. Et là, il faut oublier, parce qu'on me dit, mais non, tu n'as rien compris, le yield management, aujourd'hui, tu pourrais vendre 10 fois le prix. Moi, mes hôtels, sur les JO, 2 hôtels sur 3, ils sont déjà complets. J'ai travaillé avec une agence, etc. Voilà. Alors, c'est pas... J'ai fait x2, x3. Voilà. Mais tu aurais pu faire beaucoup plus. Oui. Non, moi, je veux regarder mon client en face au check-out et dire, là, vous en avez eu pour votre argent. C'est ça aussi, donner de la valeur au produit et donner aussi un sens à ce qu'on fait. Parce que en allant plus loin, et je vais encore fâcher du monde, on envoie nos clients chez Airbnb et ses consorts, que l'on lutte tous les jours en fait contre ces meublés touristiques. Donc ça n'a pas de sens. Revenir au métier d'aubergiste et de restaurateur, c'est donner aussi la valeur et le prix à ce qu'on souhaite. Moi, ça ne me choque pas si Bertrand met 13,50 € et qu'il considère que c'est la valeur de son produit. So what ? Je ne vois pas où est le problème. De la même façon, pour une chambre d'hôtel, je considère, moi, dans mes établissements, que ça vaut tant et pas en dessous ou au-dessus, parce que c'est valable aussi à la baisse. En ce moment, la crise aidant, on est en train de voir, et bientôt, pour reprendre l'expression de monsieur Le Floch, on va bientôt trouver du pétrole à force de descendre les tarifs. Ça n'a pas de sens non plus. Merci à vous deux. On est très très en retard déjà. Moi, je vais conclure en disant que je suis je le répéterai même pas sous la torture, je suis pas à l'aise quand j'entends une animatrice de la radio à laquelle j'appartiens qui fait une pub pour Airbnb sur l'antenne en disant vous pouvez doubler, tripler, voire quintupler votre salaire en préparant votre appartement pour les Jeux Olympiques et le louer pour Airbnb. Ceci étant dit, ça n'engage que moi. Bravo.